Bonjour à tous. La semaine dernière, on s'est arrêté on avait parlé des différents types d'attaques, etc. On avait commencé à parler des mesures de protection. On a parlé, entre autres, des NIDS et NIPS. Les NIDS, on avait dit qu'ils étaient placés en parallèle, tandis que les NIPS étaient placés en série. Donc, on a aussi d'autres éléments permettant de se prémunir des différents types d'attaques qu'on a pu voir ou qu'on n'a pas vu. Il y en a encore plein d'autres. C'est par exemple tout ce qui est anti-spam. Donc, l'anti-spam est un système permettant de filtrer les mails considérés comme spam. On a différents types de filtrage, le filtrage d'enveloppe, le filtrage de contenu, le filtrage bayésien, le filtrage par mots-clés ou adresse, et ainsi de suite. On en verra encore d'autres sur le slide suivant. Donc, le filtrage d'enveloppe, il va se baser sur l'entête du message, qui va contenir souvent assez d'informations pour pouvoir distinguer un spam. Donc, dans l'entête du message, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'entête d'un mail? On va retrouver l'expéditeur, on va retrouver le sujet et ainsi de suite. Le filtrage de contenu va analyser le contenu des messages et détecter les spams qui ont réussi à passer à travers le filtre d'enveloppe. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le message. Le filtrage bayésien, c'est un système fondé sur l'apprentissage d'une grande quantité de spam et de courriels légitimes. Généralement, les courriels légitimes, on les appelle les ham, et les spams sont les courriels ou les mails non légitimes, afin de déterminer si un courriel est légitime ou non. Et pour bien fonctionner, il faudrait que le corpus de spam et le corpus de ham doit contenir idéalement plusieurs milliers de spécimens. Ça veut dire qu'on doit avoir plusieurs milliers d'emails type spam et plusieurs milliers d'emails type courrier légitime. Le filtrage par mots-clés ou adresse, alors cette méthode est très limitée car elle se base sur le rejet ou le tri du courrier en fonction de règles de vocabulaire préalablement établies, définissant des mots comme interdits. Vous avez déjà peut-être vu ça quelque part. Alors, attendez. Donc, par exemple, dans le filtrage par mots-clés ou par adresse, si on prend des mots-clés, on va pouvoir utiliser différents mots-clés qu'on peut dire, ce genre de mots-clés, normalement, si on les retrouve, ça va être du spam. Entre autres, probablement que vous en avez vu auparavant dans vos mails, comme Viagra, sexe, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Cannabis, cocaïne, drogue en général, et plein d'autres mots qu'on peut retrouver. Le problème qui se pose avec ce genre de filtrage, c'est qu'il suffit qu'il y ait une modification sur un élément pour que le mail passe à travers ce filtre. Par exemple, si dans le mail, au lieu qu'on retrouve... et puis, qu'on retrouve par exemple Viagra, écrit comme ça, comme il se doit, on retrouve ça. Alors, pour l'être humain, quand il va le lire, ça ne change absolument rien. C'est toujours le même mot, avec une erreur d'orthographe, mais ça ne change rien. Pour le filtrage par mots-clés, là, on se retrouve sur un mot qui est différent. Et donc, on va avoir ce problème-là où le mail va passer à travers. Autre chose, par exemple, pour le mot sexe, le problème qui se pose ici, c'est que le mot sexe peut être utilisé de deux manières différentes. Par exemple, quand je dois demander à quelqu'un est-ce que vous êtes de sexe masculin ou de sexe féminin, ça n'a rien à voir avec le fait de parler de l'acte sexuel. Et donc, mettre ce mot-là dans cette liste, ça peut poser des problèmes, surtout si on est dans un contexte médical, par exemple. Et donc, à partir de là, il y a eu d'autres types de filtrage qui sont les filtrages par expression rationnelle. Vous avez dû voir les expressions rationnelles auparavant ou les expressions régulières aussi.
afin de trouver des variations de mots sensibles. Donc, si on reprend ce même mot, bah, je vais dire, au lieu de mettre comme ça, je vais dire, je vais prendre tous les mots. Un instant. Pourquoi il ne marche pas? Juste un instant. J'ai une touche qui ne marche pas. Enfin, qui ne voulait pas écrire sur le tableau blanc. Elle marche, mais elle n'écrivait pas sur le tableau blanc. Par exemple, je peux dire que je vais avoir tous les mots qui vont être écrits comme ça. Alors, pas étoile, mais plutôt plus. Oups, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon. Tous les mots qui vont être écrits de cette manière, on va supprimer tout ça. Là. Voilà. Tous les mots qui vont être écrits de cette manière, donc avec au moins un ou plusieurs A à ce niveau-là, et au moins un ou plusieurs A à ce niveau-là, à la fin du mot, vont être considérés comme étant un mot interdit, et donc le mail devra être filtré, par exemple. Ça, c'est un exemple assez simple, hein, mais ça peut être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus poussé. Alors, donc là, avec les expressions rationnelles, on va augmenter les choses de découvrir des spams. Pour le filtrage heuristique, c'est un autre type de filtrage, il va tester le contenu du message. Par exemple, quelle est la... Ah, pardon. Je vais repartager ça. Alors, pour le filtrage heuristique, il va tester le contenu du message. Par exemple, la proportion de code HTML, est-ce qu'il y a des images, des références à la pornographie, à l'acquisition facile d'argent, qu'en tient-il par rapport au reste du message? Donc, tout ça, par rapport au reste du message, c'est combien? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? On va mettre un seuil. Le sujet est-il vide ou pas? L'identificateur du message contient-il des signes $? Alors, souvent utilisé par les logiciels d'envoi de spam. Chaque test donne un nombre de points. Donc, on va tester chaque élément et ensuite, on va avoir des points. Et ces points-là, c'est ce qui va être utilisé pour savoir si on considère le mail comme un spam ou pas. Donc, plus le total de points est bas, mieux c'est, et moins le message est considéré comme un spam. Plus le total de points est élevé, et plus on va le considérer comme un spam. Donc, le seuil de points reste quand même arbitraire et il va être défini par l'administrateur système qui doit trouver le score qui va donner le meilleur équilibre entre le nombre de faux positifs et le nombre de faux négatifs. Est-ce que vous avez... On n'a pas parlé des faux positifs et faux négatifs auparavant, donc je vais en parler. Alors, à quoi correspond un faux positif? Un faux positif, puisque là, on est en train de parler de système de filtrage et d'alerte et de détection. Un faux positif, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une détection de, par exemple, ici, c'est les mails. Le mail a été détecté comme un spam, alors que ça n'est pas un spam. On appelle ça un faux positif. Donc, il est positif à la détection, mais il ne devrait pas l'être. Tandis que le faux négatif, c'est l'inverse. C'est un mail qui n'est pas détecté comme un spam, alors qu'il devrait être, alors que c'est un spam. Donc, c'est
c'est deux choses qui vont être opposées. Le faux positif, ce n'est pas un spam, mais il a été détecté comme un spam. Je peux généraliser ça à ce n'est pas une attaque, mais ça a été détecté comme une attaque. Et le faux négatif, ça n'a pas été détecté alors que c'est une attaque. Ça n'a pas été détecté alors que c'est un spam. Voilà. On a aussi les logiciels anti-pub, les adblocks. Les adblocks, je pense que vous en avez tous entendu parler ou utilisé. Certains d'entre vous ont dû en utiliser ou doivent en utiliser. C'est des logiciels ou des add-ons pour navigateur, ça dépend, qui vont bloquer tout ce qui est pub. Alors, c'est intéressant parce que finalement, la pub, les images, vidéos, etc., va être intrusive. Elle peut être très intrusive selon où est-ce que vous êtes. Certaines pubs sont des pubs pornographiques. Elles peuvent être aussi, même sans ça, en dehors du fait qu'elles soient intrusives, elles vont prendre de la bande passante pour rien, finalement. Et ça peut aussi contenir des malwares. Il y a déjà eu auparavant une pub qui en fait était un vecteur d'attaque pour affecter les machines sur lesquelles les machines qui visitent le site web où il y a cette pub par un malware. Donc, c'est un problème. Donc, on a vu un peu, il y a beaucoup plus que ça comme élément de prévention ou de détection de différents types d'attaques, malware, etc. On a vu que cela, mais il y a beaucoup plus. Vous pouvez retrouver maintenant les EDR, c'est un genre d'antivirus, mais qui va, en plus de faire le travail d'un antivirus, il va aussi permettre de faire de mettre des logs en place pour tout ce qui est attaque, tout ce qui est malware qui a été détecté, et donc de pouvoir ensuite faire une analyse a posteriori quand on fait du forensique ou quand on fait du... forensique, ça veut dire investigation, ou quand on fait de la réponse aux incidents. Et on a aussi les XDR, c'est un peu la même chose que les EDR avec quelques éléments en plus. On va avoir aussi les SIEM. Alors, SIEM alors, c'est un système de gestion de gestion unifiée, de gestion centralisée de tout ce qui est problème de sécurité, tout ce qui est alerte, etc. Donc, ça va permettre finalement des différents éléments de sécurité. Ce qui va permettre finalement pour quelqu'un qui va être administrateur sécurité de pouvoir voir tous les événements dans un seul et même endroit. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il fait de l'agrégation. Ça veut dire qu'il ne va... Par exemple, si on dit une attaque, un exemple d'attaque, quelqu'un essaye de s'authentifier à un compte. Donc, en essayant de s'authentifier à ce compte, il va envoyer plusieurs noms d'utilisateurs et mots de passe. Ou peut-être c'est le même nom d'utilisateur, mais plusieurs mots de passe. Et tous ces mots de passe vont être des mots de passe différents. Si on regarde dans syslog, par exemple, si on dit comme quoi c'est syslog qui va enregistrer ces événements, syslog va vous dire il y a eu échec de connexion, d'authentification, de connexion. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Autant de fois que la personne a essayé de se connecter ou il a échoué. Quand on va dans le SIEM,
toutes ces fois-là, au lieu de voir, je ne sais pas, une centaine d'événements, 1000 événements pour le même, enfin, plus ou moins le même problème, c'est toujours un problème d'authentification au même compte, eh ben, on va le retrouver comme étant un événement agrégé. Donc, c'est plus facile pour la personne qui va analyser de voir ça plus rapidement. Un élément agrégé qui va dire tentative de brute forcing, par exemple. Donc, c'est un peu à ça que sert un SIEM. On va voir un peu les types d'attaquants. Donc, dans les types d'attaquants, on a les hackers. Alors, un hacker, c'est une personne qui montre une passion pour la compréhension du fonctionnement intime des systèmes, ordinateurs, réseaux informatiques en particulier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est spécialisé dans la maîtrise de la sécurité informatique et dans les moyens de déjouer cette sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mauvais ou qui est bon. Ça n'a rien à voir. C'est juste quelqu'un qui se spécialise dans les détails des systèmes et de la sécurité. Point. Après, s'il utilise ses connaissances, selon comment il utilise ses connaissances, on va l'appeler différemment. On a le black hat. Alors, les black hats, c'est des hackers qui s'emploient à utiliser leurs connaissances dans un cadre illégal. Ça veut dire que c'est là, ils vont faire des attaques illégalement sur des systèmes. Les white hats, c'est le contraire. C'est des personnes qui vont effectuer des tests d'intrusion en accord avec leurs clients et la législation en vigueur, afin de vérifier le niveau de sécurité des systèmes. Ça veut dire que là, si moi je suis une entreprise, imaginons que, je vais dire je suis l'université, l'USTHB, et que je veux vérifier la sécurité de mes systèmes informatiques qu'il y a au niveau du cyberespace ou du centre de calcul, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire appel à quelqu'un qui fait du pen testing, des tests de pénétration, tests d'intrusion, qui est un white hat, en fait. C'est un white hat. Et je vais lui dire, voilà, je veux que vous me fassiez un test d'intrusion. Voilà le scope. Donc, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Qu'est-ce qui fait partie du test d'intrusion? Qu'est-ce qui ne fait pas partie des systèmes à tester? Et vous avez tel temps et tel type d'attaques qui sont autorisées ou pas autorisées. Et à ce moment-là, le pentester, donc le white hat, le pentester, il va, bien sûr, il y a des termes, il va y avoir... Alors, un instant. Entre le hacking et le hacktivisme. Normalement, on va le voir juste après, dans la slide après. On va voir ce que c'est qu'un hacktiviste juste après. C'est le slide juste après celui-là. D'accord? Donc, le pentester, il va y avoir un contrat entre l'université ou l'entreprise et la personne ou les personnes ou l'équipe ou l'entreprise qui va faire les tests d'intrusion, qui va effectuer les attaques pour vérifier quelles sont les vulnérabilités qui se trouvent sur le système. Les grey hats, c'est ceux qui sont entre les deux. Donc, c'est un hacker qui exploite une vulnérabilité afin de porter à l'attention du propriétaire sans en avoir l'autorisation. C'est-à-dire il n'a pas l'autorisation de faire des tests, mais il les fait quand même. Et une fois qu'il a fait ses tests, il va dire au propriétaire, par exemple, d'un site web, il va dire, vous avez
telle vulnérabilité à tel endroit, sans qu'il n'y ait eu de contrat avant. On a aussi ce qu'on va dire les outsiders et les insiders. Donc, les outsiders sont des attaquants qui n'ont pas d'accès privilégié autorisé au système ou à l'organisation. Les outsiders vont chercher à obtenir un accès non autorisé. Les insiders, c'est un attaquant qui est un utilisateur interne qui peut avoir l'autorisation d'utiliser le système qu'il attaque. Alors, dans le cas d'un insider, l'attaque peut être intentionnelle ou accidentelle. Parfois, sans faire exprès, quelqu'un a appuyé sur quelque chose et ça a créé un problème. Par exemple, quelqu'un a supprimé une base de données sans faire exprès, par exemple. Le hacktiviste, alors c'est quelqu'un qui va pirater, mais avec pour but de défendre une cause. Donc, il s'en fout de transgresser la loi pour attaquer des organisations afin de les paralyser ou d'obtenir des informations. Par exemple, imaginons que la cause qui me tient le plus à cœur, c'est les baleines. Bon, c'est pas vrai, mais je prends cet exemple. Donc, la cause qui me tient le plus à cœur, c'est les baleines. Et on sait tous qu'au Japon, eh ben, les baleines se font chasser et tuer et pour leur viande, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors que le nombre de baleines est relativement pas assez élevé pour pouvoir permettre la chasse à la baleine, etc. etc. Donc, comme l'organisation Anonymous. Oui, oui, et si on veut, oui. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais... moi, je connais les entreprises qui font de la chasse à la baleine, les entreprises japonaises. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer les systèmes de ces entreprises-là parce que, bien sûr, je vais transgresser la loi puisque je n'ai pas le droit de les attaquer. Il n'y a aucun accord entre moi et ces entreprises-là. Je n'ai pas de contrat, je ne suis pas en train de faire un test de pénétration, un test d'intrusion. Je suis juste en train de les attaquer parce qu'ils sont en train de tuer les pauvres baleines que j'aime. Voilà, ça c'est un activiste. Quoi. Après, la cause va dépendre. Chaque personne va avoir une cause différente. Bon, j'ai pris les baleines parce que c'est mignon, une baleine. On a ensuite les fishers. Alors, qu'est-ce qu'un fisher? C'est un attaquant qui va essayer de tromper les utilisateurs à divulguer leurs identifiants et mots de passe de différents comptes. Donc, généralement, pour la plupart du temps, ils vont essayer de voler des informations bancaires. C'est pour ça qu'on retrouve des mails de phishing, par exemple, entre autres. C'est ce qu'on veut dire par là. J'avais parlé dans les attaques du phishing, j'avais parlé aussi du voice phishing, etc. Donc, le fisher, c'est quelqu'un qui fait du phishing, grosso modo. On a les scripts qui dit. Alors, un script qui dit, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de compétences, mais qui va utiliser, qui veut pirater. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des programmes codés par d'autres sans connaître comment ils fonctionnent vraiment. Donc, il va juste les utiliser pour faire ce qu'il veut, par exemple, faire des attaques. Mais il ne connaît pas les principes qu'il y a derrière. C'est pas forcément que c'est lui il peut ne pas avoir codé un programme et ne pas être un script qui dit. Mais à ce moment-là, il connaît bien le mécanisme, il sait ce qui se passe, etc. derrière. Dans le cas d'un script qui dit, il ne connaît pas ce qui se passe derrière, il n'a aucune idée, il va juste utiliser le programme. Et il sait que en utilisant ce script, il va avoir ce résultat.
qu'est-ce qui se passe derrière? Il ne sait pas. C'est ce qu'on veut dire par un script kiddie. Donc, voilà pour ce chapitre. On a terminé ce chapitre. On va passer au chapitre suivant. Alors, avant qu'on passe au chapitre suivant, est-ce que vous avez des questions? OK. Vous n'en avez pas. Donc, on continue. Dans le chapitre 3, ce n'est pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est beaucoup de choses que vous connaissez déjà, que vous avez vues en réseau, qu'on va revoir rapidement pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, on a les périphériques réseau. Dans les périphériques réseau, on va avoir plusieurs éléments. On a les répéteurs. C'est des matériels de la couche 1. Un répéteur reçoit des bits et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les renvoyer directement sans chercher à comprendre le protocole qu'il y a au-dessus. Il permet donc d'étendre la longueur d'un réseau. Vous savez que la longueur d'un réseau est limitée par la taille. Par exemple, si on parle d'un réseau câblé, la perte du signal dans le câble. Au bout d'une certaine longueur de câble, on va avoir un bruit trop important et donc on ne peut pas continuer avec. On a besoin d'un répéteur pour pouvoir rafraîchir finalement le signal, par exemple. Un hub, c'est la même chose qu'un répéteur, sauf qu'il a plus que 2 ports. Un répéteur, il a un port, 2 ports, entrée, sortie, et puis ça revient dans l'autre sens. Un hub, c'est un répéteur avec plus de 2 ports, 3, 4, 5, 8, whatever. Il reçoit un flux de bits par un port et le répète sur tous les autres ports. Donc, le problème qu'il y a dans le cas d'un hub, c'est qu'il ne permet aucune isolation de trafic et donc aucune sécurité. Ça veut dire que toutes les personnes toutes les machines, toutes les machines qui sont connectées à ce hub vont recevoir tout le trafic en même temps. Et ça pose problème. Problème de confidentialité, et puis on a aussi un problème d'intégrité, parce que comme il n'y a pas de... c'est comme une essoreuse à salade. Si vous rajoutez des choses à l'intérieur, tout va se mélanger. Et donc, si on a un paquet qui arrive et qu'un autre paquet arrive en même temps, il va y avoir une collision. Et donc, s'il y a collision, l'intégrité n'y est plus. On dit aussi comme quoi il est en half duplex. Ça veut dire que quand il y en a, ça ne peut pas marcher dans les deux sens en même temps. Ça marche dans un sens, il faut que ce sens-là termine d'envoyer pour que ça puisse passer dans l'autre sens. Donc, on a le problème d'indisponibilité. C'est un seul domaine de collision. Ça veut dire que si on a 2 machines, si on a 3 machines, ou si on a 10 machines, ce sera toujours un seul et même domaine de collision. Ça veut dire que les paquets qui vont venir de 3 machines ou les paquets qui vont venir de 10 machines, s'ils arrivent en même temps au niveau du hub, il va y avoir collision entre ces paquets-là. Il peut être utilisé pour le forensic réseau, puisqu'il permet un accès en promiscuité. Alors, la bonne chose, c'est dans le cas d'une investigation ou dans le cas de l'utilisation d'un IDS, par exemple, réseau, le fait d'utiliser un hub, ça nous permet de faire un dédoublement, donc d'envoyer tous les bits, tous les paquets en même temps à cet élément qui va faire de l'enregistrement des paquets, du trafic, etc. Et donc, c'est pour ça que, dans un certain sens, pour des éléments bien particuliers, pour des cas de figure bien particuliers, un hub est intéressant. Pour le cas de figure général,
un hub n'est pas intéressant. Mais on va voir qu'il y a mieux que le hub, même pour ce cas de figure particulier. OK. On a les ponts. Donc, un pont, c'est un matériel de la couche 2. Il va posséder 2 ports et permet de connecter des segments réseau ensemble. Donc, il permet une isolation du trafic. Les données envoyées d'un ordinateur d'un côté vers un ordinateur du même côté ne passeront pas par le pont. Il n'y a pas besoin. Et il possède 2 domaines de collision. Donc, chaque côté du pont est un domaine de collision à lui seul. Le switch, c'est un pont avec plusieurs ports, avec plus de 2 ports. Donc, le switch va permettre une isolation du trafic en associant l'adresse MAC de chaque machine avec le port auquel il est connecté. Le domaine de collision se limite à un seul port. Ça veut dire s'il y a 16 ports sur le switch, il y a 16 domaines de collision. Voilà, grosso modo. Et on peut créer des VLAN. Donc, on va considérer un virtual LAN comme si c'était un switch virtuel. Et si on veut faire une communication inter-VLAN, on aura besoin d'un routage de couche 3. Alors, ça, normalement, vous devez connaître déjà en réseau. Donc, ce n'est pas vraiment le but de notre cours du jour, mais il faut prendre en considération que le fait de créer des VLAN, le fait de etc., ça va nous permettre de faire de la segmentation de réseau. Et on sait que la segmentation des réseaux est importante en sécurité. Donc, il ne faut pas avoir un réseau... alors, comment on dit en français? En anglais, on dit a flat network. En français, on dit je ne sais pas. Bref, avoir un réseau où il n'y a pas de segmentation, c'est ce que veut dire avoir un flat network. Avoir un réseau sans segmentation, c'est la porte ouverte aux problèmes de sécurité, entre autres. Et on a ce qu'on appelle le port spanning. Alors, le port spanning ou le port mirroring, c'est 2 termes qui veulent dire la même chose, mais qui sont juste différents par rapport à... En fait, la seule différence, c'est est-ce que vous êtes en train d'utiliser des switches de telle marque ou des switches de telle autre marque, tout simplement. Mais le port spanning et le port mirroring, c'est la même chose. C'est comme le switch fait une isolation du trafic. En ayant des switches, c'est une bonne chose pour notre réseau et pour notre sécurité, pour la sécurité de notre réseau et en faisant de la segmentation, etc. Maintenant, le problème qui se pose, c'est si je veux mettre un NIDS, un IDS réseau. On avait dit que l'IDS réseau doit être en parallèle. Et il doit pouvoir avoir une copie de tous les paquets qui vont partir sur le réseau. Et bien, avec le switch tout court, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'a été créé le port span ou le port mirroring qui va permettre de faire une copie de tout le trafic et de l'envoyer vers ce port particulier où on aura installé le NIDS. Alors, bien sûr, c'est une question de gestion du switch, donc configuration du switch. On a quand même, en utilisant le port spanning, on va avoir un problème de bande passante et la possibilité que le NIDS ne puisse pas voir tout le trafic. Donc, n'oubliez pas que les switches, tout comme les routeurs, etc., ont la notion de bande passante. Quelle est la bande passante qu'ils peuvent gérer? Et en ayant un port spanning, si on a une bande passante qui est très élevée sur les autres ports, on peut perdre certains des paquets pour le mirroring, pas pour la communication vers les autres machines, ce n'est pas un problème, mais pour faire du mirroring, de la copie et de l'envoyer vers ce port span. Donc, il faut bien étudier
et analyser quelle est la bande passante, etc., etc. On a une autre solution. Ça, c'est un périphérique que généralement, vous ne voyez pas en réseau. C'est le TAP réseau. TAP pour Test Access Port. Alors, le TAP permet de mettre sur écoute le trafic réseau et voir tous les flux dans un réseau. Donc, ce qu'on va avoir, les TAP peuvent être en fail open. Ça veut dire que s'il y a une défaillance du TAP, s'il tombe en panne, eh ben, c'est comme si le TAP n'existait pas. Ça devient comme si c'était un câble directement et que